la rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf. Gérard Blier, bonjour. Bonjour Yann. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un bras de fer entre des grands souverains. Qui sont ces grands souverains ? Alors, il se trouve qu'au début du XVIe siècle, pendant plusieurs dizaines d'années, l'histoire de l'Europe va être dominée par un véritable bras de fer entre trois grands fauves. Trois grands fauves, un Français, François Ier, un Autrichien allemand, un Habsbourg, c'est-à-dire Charles Quint, et puis le roi d'Angleterre, Henri VIII. Trois très fortes personnalités. Alors, François Ier, on peut remarquer c'est un très jeune roi de France, c'est un prince extrêmement tonique, dynamique, beaucoup d'ambition, et quand il prend en charge la France comme roi au début du XVIe siècle, la France s'est beaucoup redressée après la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire au temps de Louis XI, de Charles VIII, de Louis XII, la France a opéré un beau redressement. Donc François Ier, il est à la tête d'un royaume qui est extrêmement fort, avec des ambitions disons-le, de domination sur l'Europe occidentale. Le problème, c'est qu'il a à ses côtés en Europe, à Vienne, à Madrid, plutôt à Madrid d'ailleurs, Charles Quint. Alors Charles Quint, c'est Charles V, on dit Charles Quint, c'est un prince Habsbourg, qui donc à ce titre-là, comme tous ses prédécesseurs, dominait l'ensemble de l'Europe centrale, l'Autriche, l'Allemagne du Sud, mais qui, par le jeu des mariages, a hérité des possessions espagnoles de l'Espagne elle-même. Donc le Charles Quint a des terres sur lesquelles, comme on dit, le soleil ne se couche jamais. En Asie, en Amérique, toute l'Amérique du Sud était conquise par les Espagnols. Et donc, comme il est l'héritier des rois espagnols, il récupère tout ça. Et en plus, il récupère, évidemment, un certain nombre de terres très importantes en Europe centrale. Alors donc, il va de soi que déjà, avec François Ier et puis donc Charles Quint, deux crocodiles dans un même marigot. Il va y avoir un problème, ils sont tous les deux puissants et puis donc ambitieux. Mais il y a un troisième larron, et ce troisième larron, c'est Henri VIII. Henri VIII, roi d'Angleterre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en tant que roi d'Angleterre, il ne peut pas ne pas souvenir de tout ce qui s'est passé un siècle auparavant, la guerre de Cent Ans. Il ne faut pas oublier que pendant un certain temps, et au temps d'Henri VIII, à cause de ce qui s'est passé, le traité de Troyes, on en a parlé, Henri VIII va s'intituler roi d'Angleterre, d'Irlande et de France. Henri VIII Tudor, c'est un roi qui a une sulfureuse réputation, il a eu une fâcheuse tendance à éliminer par la violence ses femmes, enfin bon, ça a été un grand roi. Il a beaucoup d'ambition pour son pays, qui est une force montante, c'est une étoile montante l'Angleterre, à cause entre autres de sa puissance navale. Et on peut remarquer alors une particularité, c'est que Henri VIII est à la tête d'un pays qui vient de répudier le catholicisme, et Henri VIII, il est l'initiateur de la religion anglicane, alors que François Ier et puis Charles Quint sont catholiques. Alors on va avoir pendant quelques dizaines d'années une sorte de jeu de miroir à trois bandes, c'est-à-dire que les trois puissants vont essayer de s'imposer et évidemment, se rendant compte chacun que les deux autres sont de rudes morceaux, ils vont essayer de nouer des alliances. Et ça va alterner. Bien souvent, ça va être d'ailleurs Henri VIII et Charles Quint qui vont se lier contre François Ier. Alors, donc, les affaires commencent en 1515. Vous allez me dire 1515, qu'est-ce que c'est ? Marignan. Voilà, alors je vais vous décevoir, Rian, mais Marignan n'a pas grand-chose à voir dans cette affaire. C'est-à-dire que oui, à Marignan, c'est en Italie du Nord, le Charles Quint n'est pas dans le coup, c'est un règlement de compte entre le roi de France et le duc de Milan, appuyé par les Suisses. Donc là, la grande bataille de Marignan, qui est gagnée par les Français, bon, tout le monde s'en souvient, je n'ai jamais su pourquoi, 1515 Marignan, c'est comme ça, mais la grande bataille de Marignan, gagnée par les Français, c'est au détriment du duc de Milan seulement, et puis des Suisses. Alors donc, ça ne remet pas en cause la rivalité plus générale. Oui, l'Italie n'est pas encore réunifiée du tout. Ah non, pas du tout. Elle est morcelée sous différentes influences. Et alors en 1519, voilà un événement marquant qui va évidemment aggraver la situation de tension.
Bon, il y avait au cœur de l'Europe le Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire romain germanique, il couvrait en gros l'ensemble de l'Allemagne. Mais à l'intérieur du Saint-Empire romain germanique, la Bavière, la Prusse, le Wurtemberg étaient en fait indépendants. Mais être empereur du Saint-Empire romain germanique, c'était un plus pour évidemment le prince qui obtenait cette couronne. Et alors, ça n'était pas toute l'Europe centrale. Non, c'était en gros l'Allemagne et les parages, bon, le Saint-Empire romain germanique. Et alors, le trône est vacant et c'était électif. Oh, c'était pas le suffrage universel, c'était quelques grands électeurs, des ducs, des comtes, des évêques qui élisaient. Et alors, quel enjeu? À ce moment-là, Charles Quint et François Ier ont été tous les deux candidats. Ils pouvaient être candidats. Et celui qui allait l'emporter, c'était un plus considérable. François Ier a bien cru l'emporter. Il a distribué beaucoup d'argent aux grands électeurs. Sans doute, les grands électeurs ont-ils reçu plus d'argent de la part de Charles Quint. C'est Charles Quint qui est nommé empereur. Alors même si c'est honorifique, Charles Quint, il a des possessions immenses en Europe centrale, en Espagne, dans les colonies, mais en plus, eh bien, il a une autorité au moins morale, c'est l'héritier de Charlemagne, sur l'ensemble de l'Europe centrale, y compris l'Allemagne. Alors évidemment, ça ne simplifie pas les choses. À ce moment-là, eh bien, le jeu de billard à 3 bandes fonctionne, c'est-à-dire les ambassadeurs circulent et essayent d'amadouer pour le compte de leur maître l'un des deux autres souverains. Ça marche, ça ne marche pas, bon, c'est tout à fait incertain. Et alors, en 1520, François Ier décide de frapper un grand coup. François Ier avait donc des richesses, il aimait beaucoup les fêtes, le luxe, et pour forcer littéralement Henri VIII à s'allier avec lui, il a voulu lui montrer son opulence, sa richesse, sa force. Et c'est le célèbre épisode du camp du Drap d'Or. Le camp du Drap d'Or, c'est-à-dire en territoire français, mais très près de la mer du Nord, à la limite, eh bien, il y a une rencontre entre Henri VIII et sa suite, et puis François Ier et sa suite. Et là, c'est somptueux. C'est voulu par François Ier. Chaque roi a environ 2-3 000 invités, des seigneurs, leurs suites, etc. Et alors, pendant plusieurs semaines, ça va être des jeux, des feux d'artifice, des fêtes, etc. Bon, ça va être extrêmement brillant. Et c'est le roi de France qui mène cela. Eh bien, le pauvre malheureux, s'il pensait impressionner Henri VIII, il a échoué. Au contraire, Henri VIII, qui avait bien fait les choses de son côté, mais il voit que son collègue est néanmoins ami, bon, en fait plus que lui, et finalement, il est presque vexé, presque humilié de ne pas être à la hauteur de la magnificence. Autrement dit, il n'y a pas d'alliance politique, c'est ce que souhaitait François Ier. Cette affaire du camp du Drap d'Or reste dans l'histoire comme un épisode marqué par un faste inouï, et ça n'a pas servi à exister. Se manifeste par des affrontements. Alors, il va y avoir des guerres caractérisées, mais qui vont surtout concerner, on ne va donc pas en parler beaucoup ici, qui vont concerner François Ier et Charles Quint, c'est-à-dire la France et puis les Habsbourg. Henri VIII étant en observateur, plutôt favorable aux Habsbourg. Et c'est la bataille de Pavie, par exemple, en 1525, qui est beaucoup plus importante que la bataille de Marignan, alors qu'on en parlait beaucoup moins, parce que là, ce sont les armées de Charles Quint qui battent les armées françaises. Et le roi de France est fait prisonnier. Donc, voyez-vous, c'est vraiment le creux de la vague. Et donc, la bataille de Pavie est très importante. Mais la France se reprend dans les années qui suivent. Et finalement, il y a des épisodes militaires, bien sûr, sans qu'il y ait encore une fois de grands mouvements de troupes, surtout avec l'Angleterre. L'Angleterre qui était avant tout une puissance navale, qui n'avait pas beaucoup de force terrestre. Bon. Et c'est ainsi, par exemple, qu'en 1544, eh bien, les Anglais sont très heureux, très contents, avec beaucoup de mal, de faire la conquête de la place forte, et du port de Boulogne, sur la Manche, mais tout près de la mer du Nord, en face de l'Angleterre. Pour les Anglais, prendre Boulogne, arracher Boulogne à la France, c'est évidemment important. Ils avaient déjà Calais. Oui, alors justement, vous avez tout à fait raison, Yann, j'allais en parler. Bon, vous anticipez et c'est tout à fait heureux, ça prouve que vous suivez. Bon, et alors, en effet, non loin de Boulogne, eh bien, les Anglais possédaient Calais. Calais, c'était la seule ville qui restait en leur possession à la fin de la guerre de 100 ans. Ils avaient tout perdu en France, sauf Calais. Eh bien, les choses évoluent de telle façon que, militairement, les Français reprennent Calais.
Donc ils perdent Boulogne, mais un certain nombre d'années après, alors que François Ier n'est plus roi, c'est Henri II. Hein. Mais les Français reprennent Calais, et alors là, la prise de Calais, pour les Anglais, à la fois militairement, économiquement et psychologiquement, c'était leur base de départ en France. Ça a un effet tout à fait considérable. Et alors, ce que l'on peut dire, c'est que bien entendu, les souverains finissent par disparaître. Henri VIII et puis François Ier à peu près en même temps, vers 1547. Charles Quint tient un peu plus longtemps, mais finalement il se retire. Et finalement, de guerre lasse, François Ier et Henri VIII, qui étaient les deux plus batailleurs ayant disparu, le traité de Cateau-Cambrésis en 1559, bon, si vous voulez, conclut une sorte de match nul dans les affaires en cours entre les trois grandes puissances. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ce qui montre le tonus de la France, c'est que le Porte-Calais, eh bien, reste français. Le traité de Cateau-Cambrésis laisse Calais à la France. Ce qui fait qu'à ce moment-là, c'est fait, les Anglais ont tout perdu en France. Après les guerres de 100 ans, ils conservaient Calais, ils n'ont plus Calais. Alors, vous allez me dire, beaucoup de bruit pour rien, hein, c'est-à-dire que ces affrontements qui n'ont pas dégénéré en grande guerre comme avant la guerre de 100 ans et les guerres dont on va parler au XVIIe siècle. Mais il y a quand même eu des villes assiégées, prises, il y a eu de grandes batailles, au moins à Pavie, où les Anglais ne sont pas. Alors donc, voilà. Et là, entre ces trois grandes puissances, là, oui. Il n'y avait pas d'enfants à marier pour apaiser les choses. Oh si, il y a eu des tentatives de marier des enfants. Alors on leur demandait pas leur avis. Il est arrivé que l'on fasse des projets de mariage entre une fillette de 8 ans et un petit garçon de 9 ans. Ouais. Bon, c'est tout à fait vrai ça, mais c'était, si vous voulez, la matérialisation, les gosses servaient de monnaie d'échange. Et finalement, les intérêts supérieurs ont fait que ça a coincé pratiquement à chaque fois. Alors, cet affrontement entre trois grands fauves, il a marqué l'histoire, incontestablement. Finalement, il n'a pas abouti, à part Calais, il n'a pas abouti à des modifications territoriales importantes. Ce que l'on peut dire, c'est que si le traité de Cateau-Cambrésis est intervenu, justement nettement après la mort de François Ier, c'est peut-être qu'Henri II, son successeur en France, était plus compréhensif. Bon, en Angleterre, ce n'était plus Henri VIII non plus. Bon, il y avait donc une sorte d'usure. Mais en plus, la France de François Ier était axée sur l'Italie, ne serait-ce qu'au plan artistique, etc., sur des conquêtes un peu partout, c'est vrai. Tandis que, deuxième partie du XVIe siècle, en France, ce sont les terribles guerres de religion, et évidemment, là, les Français ont d'autres chats à fouetter. Alors voilà ce que je voulais dire à propos de cet affrontement entre nos trois grands fauves. J'ai pas bien compris, Boulogne, alors. Parce que les Anglais sont arrivés à Boulogne, oui, ils ont pris Boulogne. Tout à fait, mais les Français ont repris Boulogne. D'accord. Les Français ont récupéré Boulogne, effectivement, oui. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ces trois grands fauves, là. Ils ont ce qu'il faut pour manger. Ah, tout à fait, tout à fait. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf.